Bonjour à tous, nous voici de retour pour un dernier chapitre en histoire dans le grand thème que nous avons commencé il y a quelque temps maintenant, le monde depuis 1945, chapitre 4, les enjeux et les conflits dans le monde depuis 1989. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette date de 1989 dans notre périodisation? Eh bien, tout simplement parce que cette date, c'est la date de la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. Donc finalement, on va se demander un petit peu ce qui se passe dans le monde depuis la fin de la guerre froide jusqu'à nos jours. Vous aviez à travailler une introduction pour commencer. Et dans cette introduction, il y avait des petits passages à compléter. Je vais regarder ça avec vous. Donc pendant la guerre froide, le monde est organisé selon un schéma bipolaire. En effet, rappelez-vous, le monde est divisé en deux blocs, le bloc de l'Est avec l'URSS et le bloc de l'Ouest avec les États-Unis. Après 1989, la seule superpuissance qui existe encore et qui domine le monde, c'est les États-Unis. L'URSS a fini par disparaître et depuis 1992, une organisation régionale voit le jour, c'est l'Union européenne, c'était l'objet du cours précédent. Donc, grand 1, on va se demander quelle est cette nouvelle organisation du monde et finalement, est-ce qu'on n'irait pas vers un monde qui serait non plus bipolaire mais multipolaire, et on va se demander si ce monde est plutôt stable ou instable. Vous aviez d'abord à travailler cette carte, la carte page 189, avec quelques petites questions que je vais voir avec vous. D'abord, quelles sont les nouvelles puissances qui émergent en dehors des USA et de l'Union européenne? Eh bien, vous pouvez voir que nous avons ici le Japon qui émerge, mais également ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les grands pays nouvellement émergents, à l'image de la Chine, bien sûr, mais aussi du Brésil, de l'Inde, de la Russie et de l'Afrique du Sud. Ce monde, depuis 1989, il n'est pas sans zone de conflit. Effectivement, si vous regardez cette carte, vous voyez qu'il y a des conflits en Afrique de l'Ouest, au Sahara, au Moyen-Orient, etc., etc. De même, des conflits internationaux touchent l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Par exemple, l'Europe est touchée dans les années 90 par un conflit en ex-Yougoslavie entre les nouveaux États de la Bosnie, de la Croatie, de la Serbie, etc. Il y a une guerre qui se fait, une guerre internationale qui se fait donc en ex-Yougoslavie, donc aux portes de l'Europe, enfin même en Europe. En Afrique, par exemple, vous allez avoir un conflit au Mali, au Soudan, et enfin en Asie, vous allez également avoir des conflits, par exemple, en Afghanistan. On a aussi ce qu'on appelle des guerres civiles, c'est-à-dire des guerres à l'intérieur même des pays entre une seule population. Par exemple, dans les années 90, toujours au Rwanda, où on assiste à des massacres entre les deux ethnies que sont l'ethnie Hutu et Tutsi. Donc il y a des massacres de centaines de milliers de gens dans la population rwandaise. On a aussi guerre civile en Algérie, au Yémen, par exemple. Et enfin, toujours dans l'étude de cette carte, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un continent qui se sent un peu épargné des attentats, c'est l'Océanie, même si depuis que cette carte a été faite, quelques petits attentats ont eu lieu en Océanie. Voilà pour le premier document. Deuxième document, document 1, page 196, on parle de la guerre du Golfe et du renouveau de l'ONU. Dans ce document, vous demandez d'abord d'expliquer la première phrase qui est ici. L'agression dans le Golfe Persique constitue une menace non seulement pour la sécurité de toute une région, mais aussi pour la vision mondiale de notre avenir. C'est le président américain qui parle, George W. Bush, et il fait référence finalement à l'invasion du Koweït par l'Irak. Cette invasion a été décidée par le chef irakien de l'époque, Saddam Hussein, donc en 1990. Et tout de suite, Bush va vouloir militer pour une intervention de l'ONU dans ce conflit afin de faire sortir Saddam Hussein du Koweït. Et il insiste sur le fait qu'enfin l'ONU va pouvoir accomplir sa mission de maintien de la paix, puisqu'enfin l'ONU n'est plus sous la direction, entre guillemets, de la guerre froide, du temps où finalement l'ONU était paralysée soit par les États-Unis, soit par l'URSS dans ses éventuelles interventions de maintien de la paix. Donc ça explique à la fois la question B et la question C sur l'ONU. Donc voilà un petit peu ce qui change aussi dans le monde depuis 1989
l'ONU va pouvoir avoir quand même un petit peu plus de poids. Ensuite, autre événement très important dans les années qui suivent, donc entre 1989 et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons sur ces images. Donc ici, hein, si je dois décrire la photographie, c'est tout simplement lorsque les avions s'écrasent sur les tours du World Trade Center de New York. On fait donc référence aux attentats du 11 septembre 2001 précisément. Et cet événement a radicalement changé notre vision du monde puisque le grand gendarme du monde, la grande puissance américaine, cette fameuse superpuissance, elle aussi est attaquée durement puisque ça fait plus de 3000 morts et le sentiment de sécurité que l'on pouvait avoir, eh bien petit à petit s'émiette, s'effondre. Et ce qui apparaît de plus en plus flagrant, même si ça existait déjà avant, la menace terroriste semble maintenant peser sur le monde entier. Il n'y a plus de pays où on est en sécurité puisque même les États-Unis ont été touchés. Et nous aussi en France, nous avons été particulièrement touchés par cette menace terroriste. Rappelez-vous des attentats de Charlie Hebdo, rappelez-vous des attentats du Bataclan et rappelez-vous de l'assassinat du père Hamel, ici même à Saint-Étienne-du-Rouvray. Dernier document, pour vous montrer que dans le monde, il y a des espaces particulièrement considérés comme des poudrières, c'est-à-dire des espaces prêts à exploser. Ici, on est aux alentours du Moyen-Orient, qu'on appelle l'arc des crises, et on vous demandait d'essayer de trouver au moins 3 ou 4 raisons aux conflits qui existent au Moyen-Orient. Donc si on analyse la carte et la légende de la carte, on peut trouver par exemple des conflits liés à la religion, opposition entre chiites, entre sunnites, opposition entre musulmans et juifs, opposition aussi par rapport au séparatisme des Kurdes, etc. On peut trouver aussi le problème des passages stratégiques. Le canal de Suez est un passage stratégique de la Méditerranée vers la mer Rouge, mais le détroit également de Bab el-Badem est important, le détroit d'Ormuz aussi. Donc ce sont des espaces qui peuvent provoquer des oppositions pour savoir qui va les contrôler. On a également des interrogations autour du contrôle des hydrocarbures, c'est-à-dire du pétrole, mais aussi du contrôle de l'eau. Qui va contrôler par exemple l'eau du Jourdain, qui va contrôler les barrages, donc ça veut dire quels pays ont le droit d'utiliser l'eau, mais aussi quels pays n'ont pas le droit de l'utiliser. L'eau c'est quand même un élément vital et contrôler l'eau finalement c'est contrôler la vie, donc on comprend qu'il puisse y avoir des oppositions autour de ces contrôles de barrages par exemple. Et puis enfin, dernièrement, avec l'apparition depuis les années 2012-2014 de Daesh au Moyen-Orient, il y a un conflit évidemment pour mettre fin à cette tentative de coup d'État finalement du mouvement radical de Daesh. Alors, d'après cette carte, est-ce qu'on peut qualifier cette zone de stable ou d'instable? Je vous laisse évidemment y réfléchir, mais moi, ma réponse irait vers plutôt instable, évidemment. Voilà pour la fin de la première partie du cours.